Le capitalisme thermonucléaire est mort, vive le capitalisme numérique. C'est en tout cas ce qui semble se jouer sous nos yeux et la crise sanitaire n'a fait que renforcer cette tendance. Les nouveaux nababs veulent contrôler les réseaux, les flux, c'est là que se situe le pouvoir aujourd'hui et pas ou moins dans les gisements de pétrole. Alors pour autant, faut-il croire à ceux qui nous disent que ce capitalisme viral va sauver la planète? Eh bien, c'est la question ambitieuse à laquelle se propose de répondre notre prochain invité, Christian de Pertuis, que j'appelle donc à me rejoindre. Bienvenue. On peut l'encourager, l'applaudir. Merci beaucoup. Merci pour lui. Et donc vous êtes économiste, je prends mes distances. Tout ça est assez contre-intuitif, mais bon. Vous êtes économiste, fondateur de la chaire économie du climat à l'université Paris-Dauphine. Vous êtes auteur entre autres de 2 ouvrages. L'un est paru l'an dernier, Le tic-tac de l'horloge climatique, une course contre la montre pour le climat, et un autre à paraître en octobre, c'est ça ? Bon. Mi-septembre, je crois, pour la version numérique. D'accord. Donc Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience. Et tous les 2 sont parus aux éditions de Bock. Et donc, je vous laisse tout de suite la parole pour répondre à cette question. Le capitalisme viral va-t-il sauver la planète ? Merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est un réel plaisir d'avoir au moins une partie de cette université en présentiel. Je crois que c'est le premier intervenant où je fais du présentiel depuis maintenant plusieurs mois et ça fait du bien. Donc merci à GS1 pour cette invitation. Je voudrais peut-être m'expliquer d'abord sur le terme capitalisme viral. Je vous dis tout de suite, il n'est pas de moi. Il est de mon collègue Yves Citon. Et Yves Citon n'est pas un économiste, c'est un prof de littérature. Donc il a beaucoup plus le sens du verbe. Et lorsqu'on parle de transition numérique, Yves fait tout de suite le lien avec le virus. Et c'est pour ça qu'il appelle ce capitalisme numérique le capitalisme viral, avec les 2 particularités incroyables du virus. La première particularité, c'est sa capacité de reproduction et de transmission extraordinairement rapide. Aussi, chaque youtubeur, moi je ne suis pas un youtubeur, mais mes enfants le sont, n'ont qu'une seule espoir, c'est que la vidéo devienne virale. Aussi, ce capitalisme viral surfe sur cette capacité de reproduction de l'information. Et sa vraie matière première, c'est sa capacité à maîtriser ce stock d'informations pour l'orienter. Car lorsque cette information se multiplie très rapidement, se multiplient aussi les marchés, se multiplient aussi les systèmes de valeur. La deuxième particularité du virus est évidemment que de temps en temps, si on le tripote un peu trop, il se retourne contre vous. Et donc, tous les gens qui gèrent des réseaux numériques ont toujours la crainte de l'épidémie, l'attaque virale. Et donc, on génère des vaccins, les antivirus qu'on accepte. Donc, je trouve que cette image du capitalisme viral est une très belle image. Deuxième point, la mutation, et Philippe l'a dit tout à l'heure, la mutation a commencé bien avant la crise du Covid. Je crois qu'on est face à une sorte de guerre des capitalismes. À une époque, dans le passé, on parlait de la guerre du capitalisme entre le système américain libéral et puis le système rénan. Et là, c'est une guerre entre le capitalisme thermonucléaire qui, depuis un siècle et demi, fonde son système de valeurs sur l'extraction des fossiles et sur l'accumulation des sources fossiles, toujours plus d'énergie fossile, toujours plus d'énergie totale et toujours plus de PIB, comme ça a été dit tout à l'heure. Le capitalisme viral, lui, sa vraie matière première, c'est l'information et son carburant, c'est l'électron, c'est pas le fossile. Et on a en réalité, je crois, depuis maintenant au moins 2 décennies, une sorte de mue du capitalisme avec le capitalisme viral qui prend assez progressivement le dessus sur le capitalisme thermonucléaire. Et déjà, le capitalisme viral a gagné. Vous voyez autour de nous, cette semaine, pas plus que cette semaine, on a retiré ExxonMobil du Dow Jones. Regardez les cours boursiers, c'est frappant. Pendant des décennies, c'était les pétrolières
et les bagnoles, hein, l'industrie automobile qui était la tête de l'indice. Aujourd'hui, le Tesla fait plus que les trois vieux de l'industrie automobile. Donc, je crois que ce capitalisme a gagné. Il y a encore quelques vieux défenseurs. Hein. Trump, par exemple, a été élu sur un programme de relancer le charbon. Il n'a rien relancé du tout. Donc, je crois que la vraie question pour le changement climatique, c'est vraiment le rythme auquel va se produire cette mutation du capitalisme et ses implications. Alors ici, la Covid-19 joue évidemment un rôle majeur d'accélérateur de transfert. Je crois que lorsque je suis rentré en confinement, on m'a expliqué que ma meilleure utilité sociale, c'était de rentrer dans mon chez-moi, trop vieux pour m'occuper des petits-enfants parce que à risque, trop vieux pour être aucune connaissance médicale, donc je peux servir à rien, mon sang est trop vieux. Bon, donc je me suis retrouvé un peu comme un couillon avec mon épouse dans mon pavillon de banlieue, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un bouquin. Et je me suis posé la question très simple. Ce confinement met à l'arrêt l'économie, nettoie le ciel, met à l'arrêt les émissions de gaz à effet de serre. L'AIE a dit ça va faire moins 8% sur l'année, je pense qu'il se trompe, je pense qu'on va plutôt être dans les moins 15%, quelque chose de jamais vu dans le passé. Donc ce que toutes les politiques climatiques ont essayé de faire, le Covid l'a fait en quelques mois. La question que je me suis posée, très simple, c'est au-delà de l'impact conjoncturel, est-ce que les mutations structurelles que va catalyser le Covid, notamment la numérisation de l'économie, le télétravail, téléconférence, etc. Je ne vous fais pas un dessin, Philippe en a très bien parlé. Au-delà de ce choc de court terme, est-ce que ça modifie les perspectives de l'action climatique? Et ma réponse est oui. Et donc maintenant, on va essayer de répondre plus en détail en examinant la question, est-ce que ce capitalisme viral sur lequel on a un énorme coup d'accélérateur et on voit mal comment est-ce qu'on pourrait revenir en arrière, ça va faciliter ou au contraire, est-ce qu'il n'y a pas qu'un certain nombre de pièges dans cette accélération du capitalisme viral? Donc la deuxième partie de mon exposé, donc je suis à peu près dans les temps, parce que j'ai fait 10 minutes pour la première partie, donc j'ai même pris un peu d'avance, donc je vais pouvoir un peu ralentir. Il y a 4 points que vous devez avoir en tête. Premier point, il y a vraiment une erreur majeure à ne pas faire. C'est de se dire que parce que dans la structure de l'économie, la part des services augmente et la part de l'industrie et la part du secteur primaire diminue, qu'on va avoir moins de matériel. C'est une erreur fondamentale qui repose sur une méconnaissance totale des mécanismes de base de l'économie. Pourquoi est-ce que l'industrie diminue dans le PIB? Pas du tout parce qu'on produit moins de produits industriels, parce que le prix des produits industriels baisse par rapport aux autres produits. Et pourquoi est-ce que le prix des produits industriels baisse? Parce que les gains de productivité sont énormes. Et donc on a une espèce d'apparence de dématérialisation de l'économie par cette rétraction des produits industriels qui est complètement fausse. Jamais on n'a produit autant de biens industriels que dans les sociétés de services, et c'est pour ça que les émissions de gaz à effet de serre augmentent. Enfin, pas uniquement les produits industriels, les produits énergétiques, finalement. C'est pareil pour le secteur primaire. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le secteur agricole. Bon, en gros, il y a 60 ans, les agriculteurs en France faisaient à peu près un peu plus du quart de la population active. Aujourd'hui, ils font 3%. Et on produit beaucoup plus de produits agricoles qu'en 1960. Vous voyez, donc, il faut vraiment combattre cette idée que parce que la part des produits matériels baisse dans l'économie, ça va réduire la quantité. C'est faux. C'est un problème de prix relatif et de productivité relative. Et là, on va voir que le capitalisme viral, il a des effets positifs et des effets assez dangereux. Deuxième point. Il me paraît clair que le capitalisme viral va accélérer la transition énergétique avec 3 leviers principaux. Premier levier, c'est la substitution des sources d'énergie. Les capitalistes viraux, les capitalistes numériques ne s'intéressent pas aux fossiles. Lorsque Uber investit dans
le transport, par exemple, il investit dans le taxi aérien. J'ai un ancien docteur de la chaire économie climat qui a eu un magnifique postdoc, hein, il étudie les taxis aériens. Bon. Lorsque Elon Musk investit dans la bagnole, il n'investit pas dans le moteur technique, il investit dans le moteur électrique. Lorsque Google investit dans la voiture, il investit dans la conduite automatique, etc., etc. Donc je crois que la numérisation de l'économie se prolonge sur le plan des choix des sources d'énergie vers des investissements de plus en plus importants dans les sources d'énergie décarbonées renouvelables, et la logique de développement de ces nouvelles sources est la même que celle de la puce électronique, avec des baisses de coûts incroyables qui font que aujourd'hui, et demain encore plus, il devient de moins en moins coûteux et de plus en plus efficace et rentable par rapport aux vieilles énergies fossiles de capter des énergies de flux solaires, les flux éoliens, les flux hydrauliques, etc. Deuxième point, le capitalisme viral est un capitalisme de réseau. Il adore gérer l'efficacité des réseaux, investir dans la ville intelligente, le smart grid, etc. Donc c'est un boost pour l'efficacité énergétique. L'efficacité énergétique, ça consiste en quoi? Ça consiste à réduire tous les gaspillages pour avoir le même service énergétique avec moins d'énergie primaire. C'est évidemment un truc majeur, et si vous regardez n'importe quel rapport de l'Agence internationale de l'énergie, vous verrez que c'est un levier très important de la transition énergétique. Troisième point, le capitalisme viral tend à substituer des flux de mobilité physique des personnes ou des marchandises par des flux de mobilité de l'information. Lorsque vous généralisez le télétravail, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous substituez de la mobilité du travail par de la mobilité de l'information. Et la mobilité de l'information, elle coûte un petit peu d'énergie, mais beaucoup moins que de transporter les salariés. Vous voyez que nous privilégiés qui sommes dans le théâtre, on a consommé un peu plus d'énergie que vous autres non privilégiés, mais je suis ravi de communiquer avec vous à distance, avec lesquels nous communiquons via les réseaux numériques. Donc tout ceci est bien, il y a une accélération en vue. Moi, je pense que mon anticipation, c'est que l'année 2019 pourrait être le pic des émissions mondiales, car le mouvement, il est mondial. Mais est-ce que pour autant, ça va sauver la planète? La réponse est non. Car il y a deux domaines sur lesquels le capitalisme viral est peut-être encore plus dangereux, parce que plus vicieux que le capitalisme thermo-industriel. Le capitalisme thermo-industriel, hein, c'est clair, hein, maintenant c'est connu. Hein, il ne faut plus de pétrole, il ne faut plus de charbon, il ne faut plus de gaz, point barre. Bon. Pour réussir la transition énergétique, il faut de la substitution énergétique. Il faut de l'efficacité énergétique, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi de la sobriété énergétique. Et il faut de la sobriété énergétique directe dans l'utilisation directe de l'énergie, mais aussi de la sobriété indirecte. Car tous les biens manufacturés, chez mon portable là, l'ordinateur est là, que nous utilisons, eh bien, eux aussi, ils génèrent de l'énergie indirecte. Or, le capitalisme viral n'est pas un capitalisme de sobriété. C'est un capitalisme épouvantable parce qu'il ne crée pas de croissance. Tout le monde le sait depuis Solow, hein, le numérique ne crée pas de croissance. Mais il modifie les conditions de la concurrence et il écrase les prix. C'est un capitalisme dont les modèles fait baisser les prix. Et donc, lorsque les prix baissent, ma grand-mère savait ça, n'était pas prof d'économie, les consommateurs augmentent la quantité des biens, comme j'ai dit tout à l'heure, pour les biens industriels et les biens agricoles et les biens alimentaires. Et donc, vous voyez que cette incapacité, s'il n'est pas régulé, du capitalisme viral à gérer la sobriété, et je crois sa première grande faiblesse. Nous ne serons pas dans les temps... c'est Gaël, hein, votre prénom. Gaël a dit tout à l'heure que j'avais écrit un bouquin qui s'appelait « Une course contre la montre hein, », le tic-tac de l'horloge climatique. Ben, si nous voulons être dans les temps, il faut faire de la substitution énergétique, il faut faire de l'efficacité énergétique, mais il faut faire de la sobriété. Et ça, le capitalisme viral, par ses incroyables capacités à faire baisser les prix, trouver des nouveaux business models, etc., il pousse à accroître la consommation. Mais ce n'est pas sa seule faiblesse. Le dernier point, et bizarrement, avec des mots différents, je vais rejoindre assez directement ce qu'a dit Philippe.
c'est le rapport au vivant. Moi, je le dis avec mes mots de petit économiste du changement climatique, mais j'ai beaucoup apprécié les travaux de Descola et de... comment il s'appelle l'autre là, oui, j'ai oublié son nom. Oui, bien sûr, Latour, Bruno. Si on veut gagner la bataille du changement climatique, il faut évidemment écraser les émissions de CO2, sortir du système fossile, etc., etc. Mais ce qui compte, ce n'est pas nos émissions brutes, c'est le stock de gaz à effet de serre qui est au-dessus de nos têtes. Et ce stock de gaz à effet de serre, il évolue en fonction de ce que nous envoyons, mais de la capacité de nos sociétés à organiser le captage du CO2 atmosphérique en fin de vie, hein, parce qu'un stock, vous savez, ça bouge un stock avec ce qui rentre et ce qui sort. Ce qui sort du stock de CO2, c'est le CO2 qui peut être capturé et stocké par le milieu naturel. C'est ce qu'on appelle les puits de carbone. Il y a 2 grands puits de carbone. Le plus important, c'est l'océan. Et puis, le deuxième puits de carbone, c'est la biosphère. Qu'est-ce qui fait la capacité de stockage, d'absorption et de stockage du CO2 atmosphérique? C'est l'interaction des êtres vivants dans le milieu terrestre et dans le milieu océanique. Et lorsque vous interrogez le capitalisme, les capitalistes viraux, qui sont souvent plus ou moins transhumanistes du reste, comment est-ce que vous voulez défendre cette capacité de stockage du CO2 ? Eh bien, il vous parle de solutions technologiques absolument effrayantes, la géo-ingénierie, on va dévier les rayons, on va faire de la captage et stockage et réutilisation du CO2 à grande échelle, on va planter des arbres partout, alors que la forêt amazonienne disparaît, comme si changer un écosystème, c'était uniquement une question de nombre de graines qu'on plante sur... Et donc, je crois que ce qui va être le plus difficile dans la transition climatique, ça ne va pas être de réduire les émissions de CO2, ça va être de trouver des sociétés qui sont capables de respecter cette capacité du milieu naturel à stocker le CO2, à capter le CO2 et à le stocker. Et si on développe des méthodes qui ne respectent pas cette incroyable sophistication des interactions entre le vivant, eh bien, on va au contraire accentuer un phénomène de diminution de la capacité des puits de carbone. Alors, ceci met en cause un grand nombre d'activités, mais au premier plan, pour tout ce qui est, j'ai dit, il y a 2 grands puits de carbone, je vais rapidement vous parler, j'ai encore 5 minutes, hein, Gaël, hein, 5, hein, ouais. Prends longtemps, alors je vais prendre 10 minutes, alors. Non, mais c'est comme ça qu'il faut faire, si vous voulez. Si on veut gagner un peu de temps, il faut toujours demander à l'animatrice en chef. Donc, je vais vous parler de la capacité de stockage du milieu terrestre, et puis nous terminerons par une petite image sur l'océan et le puits terrestre océanique, qui, à mon avis, est le point majeur à moyen et long terme. Alors, sur le puits de carbone terrestre, on retombe sur une problématique majeure qui est comment est-ce qu'on utilise la nature pour nos sociétés et d'abord pour nourrir la population. Là, je disais tout à l'heure, hein, 30% de la population dans l'agriculture au lendemain de la guerre en France, aujourd'hui 2%, ils nourrissent, ils exportent en plus. En 1950, 30% ils avaient du mal à nourrir, hein, donc il fallait en plus importer. Oui. Donc on a fait des révolutions agricoles majeures. Et ces révolutions agricoles majeures, elles ont des impacts écologiques majeurs. Et dans le monde aujourd'hui, mais ça a été comme ça historiquement, je ne vous fais pas la totale, vous lirez les livres hein, si vous voulez plus de détails, hein, mais c'était comme ça depuis très longtemps en Europe et en Amérique du Nord, l'agriculture et l'élevage sont la première source de déforestation. On parle beaucoup des incendies de forêt au Brésil, enfin, on oublie en permanence de dire que la majorité des incendies là-bas, ils ne se déclenchent pas tout seuls. Ce n'est pas comme en Sibérie. C'est qu'on fait brûler la forêt parce qu'on a besoin de place.
pour mettre des vaches, pour faire du soja, pas du sucre dans l'Amazonie. Bon, donc, et puis, la façon dont on utilise le sol pour produire de l'alimentation, suivant les pratiques culturelles qu'on va utiliser, on peut stocker ou déstocker. Lorsque vous faites des systèmes agricoles spécialisés, lorsque, comme en France, vous enlevez 1 million de kilomètres de haies au XXe siècle, lorsque vous contrez l'épuisement des sols en labourant de plus en plus profond et en balançant des engrais azotés, vous détruisez la capacité de l'écosystème à stocker le CO2. Lorsque vous faites de l'agroécologie, de l'agriculture beaucoup plus complexe sur le plan technique, extraordinairement complexe, souvent on a une vision folle de l'agriculture biologique, une vision de bobo de l'agriculture biologique est beaucoup plus complexe techniquement que l'agriculture industrielle. Lorsqu'on limite les labours, lorsqu'on marie différemment les productions animales et végétales, on va être capable au contraire de stocker du CO2 et en même temps de réduire les émissions de méthane et de protoxyde d'azote, dont l'agriculture dans le monde est la première source. Or, le méthane et l'azote sont les deux principaux gaz à effet de serre après le CO2. Donc, le message principal, c'est que pour viser la neutralité carbone, il y a une deuxième transformation majeure à réaliser, qui est la transformation agroécologique. Elle est aussi cruciale à moyen et long terme que la transition énergétique. Et on est beaucoup plus en retard parce que c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Le dernier point sur le vivant, c'est le puits de carbone océanique, le puits de carbone des océans. C'est une problématique assez... je dis un mot comme, excusez-moi, j'ai oublié un truc, comme elle m'a donné un peu de temps, j'en profite. Bien évidemment, cette problématique est directement liée à la problématique du virus et du Covid-19. Car tous les experts du vivant, l'écola, mais pas que l'écola, tous les gens... Moi, j'ai la chance maintenant de travailler beaucoup avec le Muséum d'histoire naturelle. Si vous interrogez ces scientifiques du vivant, ils vous disent tous que c'est pas un hasard. Personne, je suis d'accord avec Philippe, personne n'a vu venir cette crise. Et beaucoup de gens le reconnaissent, y compris dans les milieux qu'on appelle les catastrophistes. Mais ils vous disent tous, c'est pas un hasard si c'est le 3e coronavirus qui vient du monde animal depuis 15 ans. Si toutes les nouvelles épidémies, on pensait depuis Pasteur en Occident avoir vaincu toutes ces maladies épidémiologiques, si toutes ces nouvelles épidémies nous viennent du monde animal, c'est parce qu'on traite mal le vivant, c'est parce qu'on traite mal les écosystèmes, c'est parce qu'on va fourrer des élevages extensifs là où il n'y a aucune raison d'aller. On perturbe la circulation naturelle des virus, dont on a besoin par ailleurs, notamment pour la fertilité des sols, dans le milieu sauvage. Et c'est un effet de feedback. Donc si on ne change pas les pratiques agroécologiques, si on n'arrive pas à mieux protéger ce milieu sauvage, on va continuer à s'exposer de plus en plus à ce risque épidémique. Donc, combat pour l'agroécologie, combat pour le puits de carbone terrestre, combat pour la résilience face au virus, même combat. Je termine juste par les 2 minutes qui me restent, vous raconter l'histoire de la loutre marine, qui est, je crois, une très belle illustration de la question de la biodiversité marine. Développée plus en détail dans les bouquins. Alors, la loutre marine est le plus petit mammifère marin. C'est un mammifère qui n'a pas de couche de graisse comme les grands mammifères marins pour la défendre contre le froid. Et donc, elle mange le quart de son poids tous les jours. Imaginez si nous, on mangeait le quart de notre poids tous les jours, la quantité d'aliments qu'il faudrait. Et en plus, elle a la densité de poils au centimètre carré la plus forte. Donc évidemment, une fourrure très intéressante pour faire des manteaux de fourrure, des vêtements, etc. Et donc on a décimé la loutre marine, qui a été une espèce qui a pratiquement disparu de toutes les... La loutre marine, son aire de vie, c'est très grand, ça part de la Californie, ça arrive au Japon, par tout l'arc pacifique, elle a failli disparaître. Et quand la loutre marine disparaît, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la loutre marine, elle mange essentiellement des petits crustacés et surtout des oursins.
Donc lorsque l'outre marine disparaît parce qu'on la descend pour faire des manteaux de fourrure, l'oursin se multiplie. Et lorsque l'oursin se multiplie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les algues disparaissent, car l'oursin, lui, il mange des algues. C'est ce qu'on appelle des cascades trophiques. Hein. Bon. Et donc, lorsque les algues disparaissent, des forêts d'algues disparaissent dans l'océan. Donc, en chassant la loutre marine, on fait de la déforestation sous-marine, hein, des forêts de kelp qui jouent un rôle majeur dans le captage et le stockage du CO2 de l'océan disparaissent. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui vient nous raconter l'histoire de la loutre marine? On a d'autres chats à fouetter? Pas du tout. Comment il s'appelle? C'est la Colombie-Britannique, un État qui est complètement à l'est du Canada. Hein. La Colombie-Britannique a fait un programme qui a réussi de réintroduction de la loutre marine. Et on estime que, désormais, pratiquement 15% des émissions de CO2 de la province sont stockées à nouveau grâce au développement de ces forêts d'algues sous-marines. Donc vous voyez que la question des interactions du vivant est une question absolument majeure à moyen terme si nous voulons, comme prétend le faire le capitalisme viral, réellement sauver la planète par rapport au risque climatique. Merci de votre attention.